Que feriez-vous si vous découvriez que votre propre fils a volé vos économies pour une opération chirurgicale qui pourrait lui sauver la vie, tout cela pour profiter de vacances luxueuses avec sa femme? Aujourd'hui, à 63 ans, assis dans ce petit appartement de Montmartre, à Paris, avec vue sur les toits de tôle qui ont tant inspiré les peintres impressionnistes, je réalise que la plus grande douleur ne vient pas de la maladie qui me ronge le corps, mais de la blessure que mon propre fils Michel a ouverte dans mon cœur. Une blessure qui saigne silencieusement alors que les feuilles d'automne tombent dehors, recouvrant les trottoirs de Paris d'un tapis d'or et de rouge. Je m'appelle Élise Dubois. Je suis née à Lyon, mais j'ai construit ma vie d'adulte ici à Paris, où j'ai épousé Henri, professeur de lettres à la Sorbonne. Nous n'avons eu qu'un seul fils, Michel, qui dès son plus jeune âge a été le centre de notre univers. Henri est décédé il y a 8 ans, victime d'une grave crise cardiaque alors qu'il corrigeait le travail de ses élèves à notre petite table à manger. Depuis, je vis seul dans cet appartement chargé de souvenirs, avec la modeste pension que j'ai reçue après son décès. La solitude ne m'a jamais autant effrayé que la découverte que j'ai faite il y a 3 semaines. Mais laissez-moi vous le dire dès le début, car comprendre le chemin que j'ai emprunté est fondamental pour comprendre la profondeur de cette trahison. Au décès d'Henri, Michel avait 28 ans et venait d'épouser Camille, une femme élégante et ambitieuse qui travaille dans le monde de la mode. Ils habitent dans le 16e arrondissement, un quartier élégant de Paris, très différent de mon coin bohème de Montmartre. J'ai toujours remarqué un certain mépris dans le regard de Camille lorsqu'elle venait dans mon appartement, ce qui arrivait rarement, généralement lors des anniversaires ou de Noël, lorsque Michel l'amenait presque de force. Après la mort d'Henri, j'ai économisé chaque centime possible. J'ai travaillé comme traductrice indépendante d'anglais et d'espagnol pour compléter ma pension, et j'ai également donné des cours particuliers de piano aux enfants du quartier. Je vivais simplement, en pensant à l'avenir, sachant que l'âge apporterait ses complications. Et j'avais raison. Il y a 6 mois, j'ai commencé à ressentir de terribles douleurs dans le bas du dos. Je l'ai d'abord ignoré, l'attribuant à la fatigue et à l'âge. Mais quand je me suis réveillé un matin, incapable de sortir du lit, la réalité m'a frappé durement. Après plusieurs examens, le diagnostic a été posé, j'avais besoin d'une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale pour retirer une hernie discale qui comprimait mes nerfs et qui, si elle n'était pas traitée, pouvait me laisser paralysé. Le système de santé français est excellent, mais pour le type spécifique de chirurgie moins invasive dont j'avais besoin, avec un spécialiste recommandé, il y aurait des frais supplémentaires non couverts par l'assurance. Il me faudrait 15 000 €, soit la quasi-totalité de mes économies. Le jour où j'ai reçu le diagnostic, j'ai appelé Michel. Il ne répondit pas, comme c'était souvent le cas. J'ai laissé un message simple: « Fils, je dois te dire quelque chose d'important. S'il te plaît, appelle-moi quand tu peux. » 3 jours se sont écoulés avant qu'il ne me rappelle. « Maman, je suis occupée par le travail. » Que s'est-il passé? Je lui ai parlé de mon état, en essayant de ne pas paraître dramatique. J'ai expliqué l'intervention chirurgicale nécessaire et mentionné le coût, non pas pour demander de l'aide, mais simplement pour partager ma situation. « Je vois, » dit-il sèchement. « Vous avez économisé de l'argent, n'est-ce pas? Vous avez toujours été économe. »« Oui, j'ai presque tout, » répondis-je. « Mais ça veut dire que je vais manquer de réservation. Je suis un peu inquiet. »« Ne t'inquiète pas, maman. Tout ira bien. Je dois raccrocher maintenant, je suis en réunion. Prends soin de toi. » C'était notre conversation. Bref, froid, distant. Mais j'ai compris. Michel a toujours été comme ça, depuis qu'il est adolescent. Henri a dit que c'était juste sa personnalité réservée. J'ai préféré croire que c'était sa manière de démontrer son indépendance. L'opération était prévue 3 mois plus tard. Pendant ce temps, la douleur augmentait. Il y avait des jours où je pouvais à peine marcher jusqu'à la boulangerie du coin pour acheter mon pain du matin. Le médecin m'a prescrit des analgésiques puissants, ce qui m'a rendu somnole et confus. Pourtant, j'ai continué à donner mes cours de piano, assis sur un coussin spécial, prenant de grandes respirations entre les notes lorsque les douleurs arrivaient.
Une semaine avant la date prévue de mon opération, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Il devait confirmer le paiement anticipé pour garantir la réservation de la salle d'opération et de l'équipe médicale spécialisée. J'ai assuré que je transférerais le montant le lendemain. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour accéder à mon compte bancaire en ligne, une technologie avec laquelle Henri avait insisté pour que je me familiarise, pour préparer l'avenir, comme il le disait. Lorsque j'ai entré mon mot de passe et que la page s'est chargée, mon cœur s'est arrêté. Le solde qui devrait afficher un peu plus de 15 000 € indiquait seulement 1 287 €. Je pensais qu'il y avait une erreur. J'ai vérifié l'historique des transactions en me serrant la main. Puis je l'ai vu, un virement de 14 000 € avait été effectué 3 jours plus tôt sur un compte que je ne reconnaissais pas. C'est impossible, murmurai-je, sentant une sueur froide couler sur mon front. Il doit s'agir d'une erreur de la part de la banque. Mais ce n'était pas le cas. En continuant à vérifier l'historique, j'ai découvert une autre activité suspecte. Quelqu'un avait accédé à mon compte depuis un appareil inconnu 2 jours avant le transfert. Un appareil qui n'était pas le mien. J'ai immédiatement appelé la banque, même s'il était plus de 20 heures. Après avoir passé plusieurs contrôles de sécurité et expliqué la situation, le préposé m'a informé que le transfert avait été autorisé avec mon mot de passe. Il n'y a pas eu d'invasion extérieure. Quelqu'un qui avait accès à mes informations d'identification avait effectué le transfert. Nous pouvons ouvrir une enquête, Madame Dubois, mais je dois vous prévenir que puisque le transfert a été autorisé avec vos identifiants, il peut être difficile de qualifier cela de fraude. Avez-vous partagé votre mot de passe avec qui que ce soit? Mon cœur se serra. Une seule personne à part moi connaissait mon mot de passe, Michel. Je l'avais partagé avec lui il y a quelques années lors d'une chute et d'une hospitalisation de quelques jours. Pour les urgences, avais-je dit. Non, répondis-je avec hésitation. Je ne l'ai partagé avec personne. C'était un mensonge. Mais j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé avant d'accuser mon propre fils. Le lendemain matin, j'ai essayé d'appeler Michel. Aucune réponse. J'ai envoyé des messages. Rien. Jusqu'à midi, je reçois un SMS. Je suis occupé par le travail, maman. Je te parlerai la semaine prochaine. C'était comme une gifle. Il le savait. Il savait ce qu'il avait fait et il m'évitait. Mais j'avais besoin d'une confirmation. Quelque chose en moi, peut-être l'amour maternel qui refuse de mourir même face à la pire trahison, cherchait encore une explication raisonnable. Avec difficulté, j'ai pris le métro jusqu'au cabinet d'avocat où Michel travaille comme conseiller juridique. La réceptionniste, une jeune femme sympathique, m'a informé que Michel n'était pas là. Il est en vacances cette semaine et la semaine prochaine, madame. Il est parti hier avec sa femme pour les Maldives. Une merveilleuse destination, vous ne trouvez pas? Le sol semblait s'ouvrir sous mes pieds. Les Maldives. Le rêve devenu réalité de Camille, qui parlait toujours du besoin d'un véritable paradis tropical. Michel avait mentionné il y a des mois qu'elle insistait pour ce voyage, mais qu'il n'en avait pas les moyens pour le moment. Maintenant, il le pourrait. Avec l'argent de mon opération. J'ai somnambulé jusqu'à chez moi, endurant des maux de dos qui semblaient désormais insignifiants comparés à la douleur dans mon cœur. En rentrant chez moi, je suis tombé sur le canapé et, pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'ai pleuré de manière incontrôlable. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses de nostalgie, mais de profonds sanglots d'incrédulité et de trahison. Comment mon propre fils a-t-il pu me faire ça? Quand j'ai finalement réussi à me calmer, j'ai commencé à analyser mes options. L'opération était prévue dans 6 jours. J'avais un peu plus de 1 000 € sur mon compte. L'hôpital a exigé un paiement anticipé d'au moins 12 000 €. Il n'y avait aucun moyen d'obtenir cet argent rapidement. J'ai appelé l'hôpital et expliqué que je devrais reporter l'opération. Le préposé m'a informé que le prochain rendez-vous disponible avec ce spécialiste serait dans 4 mois. J'acceptai, sentant le poids de cette attente s'ajouter à la douleur physique qui me tourmentait déjà. Que ferais-je pendant ce temps?
Comment confronteriez-vous Michel à son retour? Et comment pourrais-je à nouveau réunir les fonds nécessaires à mon opération? J'étais seule avec ma douleur à la fois physique et émotionnelle. La trahison de mon fils, la seule famille qui me restait, ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Et le pire, ce n'était que le début d'un voyage que je n'aurais jamais imaginé devoir parcourir à 63 ans. En m'écoutant maintenant, avez-vous déjà donné votre cœur et vos économies à quelqu'un qui était censé vous protéger, pour ensuite découvrir la trahison? Mon propre fils a volé l'argent de mon opération pour emmener sa femme en vacances de luxe. Mais que se passera-t-il ensuite? Oh, cela changera complètement votre vision de la force féminine, du pardon et des nouveaux départs à notre âge. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour découvrir les secrets que chaque femme de plus de 50 ans a besoin d'entendre. Mon histoire révélera encore des vérités qui toucheront profondément votre cœur. 15 jours s'écoulèrent lentement, chacun marqué par des douleurs de plus en plus intenses. Les analgésiques n'étaient plus aussi efficaces qu'avant et j'ai dû annuler les cours de piano, ma principale source de revenus supplémentaires. J'étais coincé dans un cycle cruel, pas d'argent pour l'opération, avec une douleur qui m'empêchait de travailler pour économiser cet argent. Je savais que Michel et Camille reviendraient des Maldives aujourd'hui. Durant ces 15 jours, j'ai planifié des dizaines de fois ce que je lui dirais, oscillant entre fureur incontrôlable et supplication désespérée. En fin de compte, j'ai décidé que je devais lui faire face personnellement, le regarder dans les yeux alors qu'il essayait de justifier l'injustifiable. À 18h, j'ai pris un taxi jusqu'à leur appartement dans le 16e arrondissement, une dépense que je ne pouvais pas me permettre, mais mon dos ne supportait pas le métro ce jour-là. L'élégant immeuble, avec sa façade haussmannienne impeccable, m'a toujours un peu intimidé. Le portier me connaissait et, avec un sourire poli, me laissa monter sans annoncer ma visite. Au 4e étage, je me suis arrêté devant la porte et j'ai pris une profonde inspiration avant de sonner à la porte. J'entendais des voix excitées de l'autre côté, des rires, des tintements de verre. Il faisait la fête. C'est Camille qui a répondu, son visage bronzé contrastant avec une robe blanche impeccable. Son sourire disparut instantanément lorsqu'il me vit. « Élise, dit-elle, ne m'ayant jamais appelée madame ou belle-mère, comme cela serait traditionnel dans la culture française. Nous n'attendions pas de visiteurs aujourd'hui. J'ai besoin de parler à mon fils, répondis-je, gardant ma voix ferme malgré le tremblement interne que je ressentais. Camille hésita un instant, puis ouvrit plus grand la porte. L'appartement était impeccable comme toujours, décoré de pièces de créateurs coûteuses qui contrastaient avec la simplicité de ma petite maison à Montmartre. Il y avait une bouteille de champagne ouverte sur la table basse et 2 verres à moitié vides. Michel sortit de la cuisine, tenant une assiette de fromage fin. Dès qu'il m'a vu, son expression a changé. Ce n'était ni une surprise, ni une gêne. C'était une irritation. « Maman, dit-il en posant l'assiette sur la table. Pourquoi n'as-tu pas appelé avant de venir? Voudriez-vous répondre? Ai-je demandé, sentant la colère monter en moi. Alors, comment avez-vous répondu à mes appels et mes SMS au cours des 2 dernières semaines? Michel échangea un rapide regard avec Camille, qui marmonna quelque chose à propos de vérifier les sacs et disparut dans le couloir qui menait aux chambres. Nous étions en vacances, maman. Tu sais combien il est important parfois de se déconnecter complètement du monde. Déconnecter? Répétai-je avec incrédulité. C'est comme ça que tu appelles ça? Je vais te dire comment j'appelle ça, vol. Trahison. Michel pâlit, mais composa rapidement son expression. Je ne sais pas de quoi tu parles. 14 000 €, Michel. Viré de mon compte vert, où? À l'agence de voyage? Au resort aux Maldives? Ma voix tremblait maintenant, non pas de peur, mais d'indignation. L'argent de ma chirurgie. L'argent que j'ai économisé pendant des années. Il ne l'a pas immédiatement nié, ce qui était la première véritable confirmation de sa culpabilité. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers l'élégant bar dans un coin de la pièce et s'est servi un verre de whisky, sans rien m'offrir. Tu es confuse, maman.
Peut-être ton âge, peut-être les médicaments que tu prends. N'ose pas, l'interrompis-je, ma voix plus forte que je ne l'avais prévu. N'ose pas me traiter comme une vieille femme sénile. Tu as accédé à mon compte. Tu as transféré mon argent. Tu savais à quoi servait cet argent et tu l'as quand même pris pour emmener ta femme dans un complexe de luxe. Michel but une longue gorgée avant de répondre. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était calme et calculait, la voix de l'avocat qu'il était. Techniquement, maman, tu m'as donné accès à ton compte. Tu m'as volontairement partagé ton mot de passe. Et quant à l'argent, je l'ai considéré comme une avance sur mon héritage. La froideur de ces paroles m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Patrimoine ? Parlait-il d'héritage alors que j'étais encore en vie ? Votre héritage ? Répétai-je, incapable de comprendre pleinement la cruauté derrière ces mots. Oui, continua-t-il, se promenant maintenant dans la pièce avec le verre à la main. J'ai soutenu ce style de vie, cet appartement, les attentes sociales associées à mon poste de bureau, tout cela coûte de l'argent, maman. De l'argent, je n'en ai pas encore en abondance. Camille méritait ses vacances. Je les méritais. Et est-ce que je mérite de souffrir ? Est-ce que je mérite de reporter une opération qui pourrait me laisser paralysée si elle n'est pas effectuée à temps ? Il haussa les épaules, un geste désinvolte qui contrastait absurdement avec la gravité de la situation. Le système de santé publique peut prendre soin de vous. Peut-être que ce ne sera pas le médecin renommé que vous souhaitiez, peut-être que la guérison prendra plus de temps, mais vous survivrez. À ce moment-là, en regardant l'homme devant moi, je n'ai pas reconnu mon fils. Où était ce garçon qu'Henri et moi avons élevé avec tant d'amour ? Qui lisait de la poésie avec moi le soir et m'apportait des petits bouquets de fleurs sauvages qu'il cueillait sur le chemin de l'école ? Tu as tellement changé, murmurai-je, plus pour moi que pour lui. Non, maman, répondit-il en posant le verre vide sur la table. Je viens de grandir. J'ai appris comment le monde fonctionne réellement. On ne peut pas tous vivre dans un appartement nostalgique à Montmartre, en prétendant que la vie est comme les romans que papa aimait. Ton père serait dévasté de voir ce que tu es devenu. Dès que les mots ont quitté ma bouche, j'ai vu un éclair de quelque chose dans ses yeux, de la culpabilité. Douleur ? Mais il a rapidement disparu. Père est mort, dit-il froidement. Et nous, les vivants, devons avancer. Camille réapparut dans le couloir, ayant visiblement entendu une partie de la conversation. Il y avait une expression étrange sur son visage, pas exactement du remords, mais quelque chose proche de l'inconfort. Michel, dit-elle doucement. Peut-être que nous devrions. Il n'y a rien à discuter, l'interrompit-il. Ma mère est bouleversée parce que j'ai utilisé de l'argent qui, de toute façon, aurait été le mien un jour. C'était pour mon opération, répétai-je, me sentant soudain épuisé. La douleur dans son dos était désormais intense, amplifiée par le stress émotionnel. Et il ne s'agit pas de l'argent en lui-même, Michel. Il s'agit de ce que cela signifie. Il s'agit du fait que tu choisis consciemment de me faire du mal pour ton propre plaisir. L'espace d'un instant, j'ai cru voir une faille dans son armure d'indifférence. Mais ensuite il regarda l'élégante montre à son poignet, un cadeau d'Henri lorsqu'il obtint son diplôme de droit, et soupira. J'ai un dîner d'affaires dans 1 heure, maman. Je ne peux pas continuer cette conversation pour le moment. Les larmes que j'avais réprimées tout au long de la visite ont finalement commencé à couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais une prise de conscience profonde et douloureuse. J'avais perdu mon fils bien avant ce moment. Peut-être que je ne l'avais jamais vraiment rencontré. Je pars, dis-je en me tournant vers la porte. Mais d'abord, j'ai besoin que tu saches 2 choses. Premièrement, ne t'attends pas à ce que j'oublie ou pardonne facilement ce que tu as fait. Deuxièmement, malgré tout, je t'aime toujours. Je t'aimerai probablement toujours. Et ça, mon fils, c'est ce qui rend ta trahison encore plus douloureuse. Je me dirigeai vers la porte, chaque pas envoyant des vagues de douleur dans ma colonne vertébrale. Michel n'a pas bougé pour m'aider et n'a rien dit d'autre. C'est Camille qui, étonnamment,
c'est avancé. Attends, dit-elle en ramassant son sac sur la console. Il a sorti un portefeuille, à mon grand étonnement, a sorti plusieurs billets. Prends ça. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait t'aider avec les taxis et les médicaments. J'ai regardé les factures, probablement quelques centaines de dollars, et j'ai ressenti une vague d'humiliation. Est-ce ce que j'étais devenue? Une vieille femme pathétique recevant des aumônes de sa belle-fille qui m'a toujours méprisée? Non, merci, répondis-je en redressant mes épaules malgré la douleur. J'ai toujours ma fierté, même si tu as pris presque tout le reste. J'ai quitté l'appartement sans me retourner, certain que quelque chose était mort en moi cette nuit-là. Mais, paradoxalement, quelque chose était aussi né, une farouche détermination à ne pas me laisser détruire par cette trahison. Alors que le taxi me ramenait à Montmartre, les lumières de Paris scintillant le long de la Seine comme des bijoux sur un collier, j'ai commencé à réfléchir à ce que je ferais ensuite. Les options étaient limitées, mais j'avais quand même quelque chose que Michel et Camille, avec tout leur argent et leur confort matériel, n'auraient jamais, de vrais amis, de véritables liens humains construits au fil des décennies. Et c'est dans ces relations que je trouverai non seulement une aide pratique, mais aussi la force d'affronter les mois à venir. Parce que malgré la trahison de mon fils, j'avais encore une vie pour laquelle me battre. J'avais encore une opération à effectuer. J'avais encore un avenir aussi incertain qu'il paraisse à l'époque. Le lendemain de la confrontation avec Michel, je me suis réveillé le dos si raide qu'il m'a fallu près de 20 minutes pour me lever du lit. Les larmes de la veille avaient séché, ne laissant qu'une résolution silencieuse, je devais trouver une solution, avec ou sans l'aide de mon fils. Après avoir pris mes analgésiques avec un café amer, j'ai appelé Simone, mon amie de longue date qui habite à quelques pâtés de maison. Simone, veuve comme moi, avait été professeur d'histoire dans la même école où Henri enseignait la littérature. Notre amitié, forgée il y a plus de 30 ans, était l'un des rares trésors que je possédais encore. Élise, ma chérie, résonnait sa voix chaleureuse au téléphone. Je pensais à toi hier. Comment va ton dos? Je lui ai tout raconté, l'opération chirurgicale nécessaire, l'argent volé, la confrontation avec Michel. Son indignation était palpable même au téléphone. Mon Dieu, comment pourrait-il? Son propre fils, s'exclama-t-il. Viens déjeuner avec moi aujourd'hui. Je n'accepterai pas un non comme réponse. Quelques heures plus tard, assise au bureau de Simone dans son petit appartement rempli de livres et de souvenirs de ses voyages à travers le monde, j'ai partagé mes craintes les plus profondes. Je ne sais pas comment je vais récupérer l'argent, Simone. Mes cours de piano sont suspendus à cause de la douleur. La traduction est de plus en plus difficile avec les analgésiques qui me rendent confus. Simone écoutait attentivement pendant qu'elle servait une soupe à l'oignon fumant, un simple réconfort par une froide journée d'automne parisienne. Quand j'ai fini, elle a pris mes mains dans les siennes. Élise, tu te souviens de Claude Moreau? Le nom lui était vaguement familier. Le professeur de musique qui a pris sa retraite quelques années avant Henri? Exactement. Il a fondé une petite école de musique à Belleville après sa retraite. Une école pour les enfants du quartier, dont beaucoup sont issus de familles immigrées qui n'ont pas les moyens de se permettre des cours formels. J'ai hoché la tête, ne comprenant toujours pas où elle voulait en venir. Claude souffre maintenant de la maladie de Parkinson, a poursuivi Simone. Il peut toujours superviser l'école, mais il ne peut plus enseigner. Il m'a récemment demandé si je connaissais des professeurs de piano disponibles. J'ai senti une petite étincelle d'espoir s'allumer en moi. Mais Simone, avec mon dos. Tu pourrais enseigner assis, n'est-ce pas? Et ce n'est que quelques heures par semaine. Le salaire n'est pas élevé, mais... toute aide serait appréciée, ajoutai-je, sentant les premières larmes de gratitude se former au coin de mes yeux. Le même après-midi, Simone appelle Claude, qui m'invite à visiter l'école le lendemain. J'ai immédiatement accepté, la perspective d'avoir quelque chose de productif à faire ainsi que la possibilité de gagner un peu d'argent apportant un soulagement inattendu. L'école de musique Petit Belleville occupait le premier étage d'un immeuble ancien du quartier multiculturel de Paris. Lorsque je suis entré,
Appuyé sur ma canne, une concession récente à une douleur grandissante, j'ai été accueilli par le son d'une flûte traversière jouant une mélodie mélancolique du Moyen-Orient. Claude Moreau, un septuagénaire aux cheveux blancs en bataille et aux mains tremblantes caractéristiques de la maladie de Parkinson, m'a accueilli avec une chaleureuse accolade, comme si nous étions de vieux amis, même si nous nous connaissions à peine. Madame Dubois. Simone m'a dit de merveilleuses choses sur vous. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. L'espace était modeste mais accueillant. Plusieurs petites salles étaient équipées d'instruments usagés mais bien entretenus. Des enfants de différentes origines ethniques parcouraient les salles, certains portant des instruments presque plus grands qu'eux. Notre philosophie est simple, m'a expliqué Claude en me faisant visiter les lieux. Nous pensons que chaque enfant mérite la chance de s'exprimer à travers la musique, quelle que soit la situation financière de sa famille. Nous facturons ce que les parents peuvent se permettre parfois rien et le complétons par des dons et des spectacles caritatifs occasionnels. Mon cœur a été réchauffé par ce projet. C'était exactement le genre d'initiative qu'Henri aurait adoré. Mais comment fais-tu pour suivre ? J'ai demandé. Claude sourit, les yeux brillants malgré les tremblements qui secouaient son corps. Avec passion et débrouillardise, madame. Avec passion et ingéniosité. Et de généreux bienfaiteurs qui croient en notre travail. Il m'a emmené dans une pièce avec un piano vieux mais bien réglé. Nous avons besoin de quelqu'un pour enseigner les bases du piano 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi après-midi. Nous avons actuellement 12 élèves, en cours de 30 minutes. Le salaire n'est pas élevé, mais... Ce serait un plaisir, l'interrompis-je, sentant déjà mon moral remonter à la possibilité de faire à nouveau quelque chose de significatif. Quand puis-je commencer ? Et demain ? Demanda-t-il avec un sourire. Et ainsi, presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie. Les cours à l'école de musique Petit Belleville sont rapidement devenus le moment fort de ma semaine. L'énergie des enfants, leur enthousiasme sans prétention pour la musique, leur sourire lorsqu'ils parvenaient à jouer correctement une mélodie simple, tout cela était un baume pour mon âme blessée. Le paiement, comme Claude l'avait prévenu, n'était pas élevé à environ 300 € par mois. Loin de ce dont j'avais besoin pour une opération. Mais c'était un début, plus important encore, une raison de se lever le matin lorsque la douleur était insupportable. C'est lors de ma 3e semaine d'école que j'ai rencontré Nadia, une jeune Syrienne de 11 ans aux grands yeux expressifs qui révélait une maturité au-delà de son âge. Ses doigts fins glissèrent sur le clavier avec une intuition naturelle qui me surprit. « As-tu déjà joué du piano, Nadia ?» J'ai demandé après qu'elle ait parfaitement exécuté un exercice que je venais d'enseigner. Elle secoua la tête. « Non, madame. À Alep, avant la guerre, je voulais apprendre le violon. Mais ensuite nous avons dû fuir. » Sa simplicité à parler d'une expérience aussi traumatisante m'a laissé un instant sans voix. J'ai mentalement comparé mes difficultés avec ce que cette petite fille avait déjà affronté au cours de sa courte vie. « Eh bien, tu as un talent naturel, dit-il finalement. Avec de la pratique, on peut devenir un pianiste exceptionnel. » Son visage s'éclaira d'un sourire qui transforma complètement son expression sérieuse. « Vraiment, madame ? Mon père sera très heureux d'entendre ça. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai rencontré le père de Nadia, Amin Farsi, un homme gentil d'une 40aine d'années qui venait toujours chercher sa fille après l'école. Il était médecin à Alep, mais en France il travaillait comme assistant dans une pharmacie tout en essayant de revalider son diplôme. « La musique est très importante pour Nadia », m'a-t-il dit un jour, alors que nous attendions que sa fille range ses partitions. Depuis que nous avons perdu sa mère en traversant la Méditerranée, la musique semble être le seul endroit où elle trouve la vraie joie. Leur histoire m'a profondément ému. Malgré toutes les pertes et les difficultés, ils étaient là père et fille à reconstruire leur vie, note par note, jour après jour. Un après-midi après le cours de Nadia, j'ai ressenti une douleur particulièrement vive dans le dos et je n'ai pu m'empêcher de grimacer en me levant du banc de piano. « Madame Élise, ça va ?» demanda Nadia, inquiète. « Juste un mal de dos, chérie. Rien d'inquiétant. »
Mais Amine, qui venait d'arriver chercher sa fille, a remarqué mon malaise. « Je suis désolé de vous déranger, madame, mais quel genre de problème de dos avez-vous » J'ai hésité brièvement, puis je lui ai parlé de ma hernie discale et de l'opération reportée. Je n'ai pas mentionné la raison du report. La trahison de Michel était encore une blessure trop fraîche pour être partagée avec des inconnus. Amine écoutait attentivement, posant parfois des questions pointues qui révélaient ses connaissances médicales. À la fin, il avait l'air pensif. « En Syrie, j'étais neurochirurgien », finit-il par dire. « J'ai traité de nombreux cas comme le vôtre. Papa est le meilleur médecin du monde », ajoute Nadia avec une fierté enfantine, nous faisant sourire. Je connais un médecin syrien qui a réussi à revalider son diplôme ici en France, poursuit Amine. Il travaille à l'hôpital Saint-Antoine et est spécialisé dans les problèmes de colonne vertébrale. Peut-être que je pourrais lui parler de votre cas ? J'ai ressenti un élan d'espoir fragile, mais réel. Ce serait merveilleux, monsieur Farsi. Amine, s'il te plaît, sourit-il. Nous sommes désormais collègues à l'école de musique, n'est-ce pas ? 3 jours plus tard, Amine m'a apporté une nouvelle qui a tout changé. Son collègue, le docteur Karim Aswad, était disposé à me voir pour une consultation. Mieux encore, il a participé à un programme spécial pour les patients aux ressources limitées, où le coût de l'intervention chirurgicale serait considérablement réduit. Cela ne peut pas éliminer tous les coûts, a expliqué Amine. L'hôpital a ses règles. Mais avec le programme, votre dossier pourrait coûter environ 5 000 € au lieu des 15 000 habituels. 5 000 €, c'était encore pour moi une somme considérable, mais bien plus viable que la somme initiale. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une issue. Le rendez-vous avec le docteur Aswad était prévu pour la semaine suivante. C'était un homme réservé, professionnel, mais avec une touche de douceur qui me rappelait vaguement Henri. Après avoir examiné mes examens et m'avoir fait passer une série de tests, il a confirmé le diagnostic initial. « Votre état est grave, Madame Dubois, mais traitable, dit-il. Je recommande fortement la chirurgie le plus tôt possible. La procédure que je peux proposer dans le cadre du programme est un peu différente de celle que vous aviez initialement prévue. Nous utiliserons une anesthésie locale au lieu d'une anesthésie générale et l'hospitalisation sera plus courte. Mais les résultats sont tout aussi bons. Quand serait-ce possible ? Ai-je demandé, osant à peine croire à cette tournure des événements. Nous avons une ouverture dans 3 semaines. Est-ce que cela vous suffit pour organiser le paiement ? 3 semaines pour toucher 5 000 €. C'était toujours un défi, mais pas impossible. Avec mon salaire d'école de musique, mes petites économies restantes, et peut-être la vente de quelques objets à valeur sentimentale qu'il me restait. Oui, répondis-je avec une conviction que je ne savais pas posséder encore. Je serai prêt. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vécu avec une détermination renouvelée. J'ai recommencé à accepter de petits travaux de traduction, ignorant la fatigue causée par les médicaments. J'ai vendu la montre de poche en or ayant appartenu au père d'Henri et la vaisselle de Limoges que j'avais héritée de ma mère. Chaque centime m'a rapproché un peu plus de la ligne d'arrivée. Étonnamment, c'est Claude Moreau qui a offert une aide inattendue. Après avoir entendu parler de ma situation par Simone, il a organisé un petit concert bénéfice à l'école de musique. Nos élèves les plus avancés joueront des pièces classiques et contemporaines, explique-t-il avec enthousiasme, les yeux brillants malgré ses tremblements parkinsoniens. Nous l'appellerons « Concert pour Élise », une petite pièce sur la célèbre composition de Beethoven. J'ai été ému par ce geste. Claude, je ne peux pas accepter. S'il te plaît, Élise, l'interrompit-il doucement. Non seulement vous accepteriez de l'aide, mais vous offririez également une opportunité précieuse à nos étudiants. Beaucoup d'entre eux ne se sont jamais produits devant un véritable public. Ce sera autant une expérience d'apprentissage pour eux qu'une aide pour vous. En d'autres termes, je ne pouvais pas refuser. Le concert était prévu dans une dizaine de jours, à la petite église Saint-Jean de Belleville, qui a mis gratuitement à disposition son espace.
Les jours suivants furent un mélange d'anticipation et de travail acharné. Les enfants ont répété avec dévouement, en particulier Nadia, qui a tenu à apprendre spécialement pour l'occasion une nouvelle pièce, un arrangement simplifié du « Clair de lune » de Debussy. Le soir du concert, la petite église était étonnamment bondée. Les habitants du quartier, les parents, certains professeurs de l'ancienne école d'Henri que Simone avait invités, et même quelques touristes de passage ont été attirés par les affiches placées à proximité. Assis au premier rang, avec Simone à côté de moi qui me tenait la main, j'ai vu avec émotion Claude monter en chair en s'appuyant sur sa canne. D'une voix tremblante mais claire, il m'expliqua le but de l'événement et me présenta au public, décrivant ma situation sans évoquer la trahison de Michel, un détail que je n'avais partagé qu'avec mes amis les plus proches. Un à un, les jeunes musiciens se sont produits. Certains nerveux, d'autres confiants, tous bougent dans leur effort. Mais c'est Nadia qui m'a mis les larmes aux yeux. Ses doigts délicats ont extrait du vieux piano de l'église une version de « Clair de lune » qui, bien que techniquement simple, capturait parfaitement l'essence rêveuse et mélancolique de la pièce. En fin de soirée, lorsque Claude m'a annoncé le montant récolté 1870 €, j'ai ressenti une vague de gratitude si intense que j'avais du mal à me lever pour dire merci. Ces personnes, dont beaucoup que je connaissais à peine, s'étaient rassemblées pour m'aider d'une manière que mon propre fils n'avait pas voulu. C'est Amine qui m'a aidé à monter sur la petite scène improvisée, en me proposant son bras pour me soutenir. Devant le micro, j'ai regardé cette mer de visages français, arabes, africains, asiatiques, tous unis dans un moment de solidarité humaine. Merci, ai-je commencé, ma voix se brisant. Quand j'ai perdu l'argent de mon opération, je pensais avoir tout perdu. Mais ce soir, tu m'as rappelé qu'il existe dans ce monde des richesses bien plus grandes que celles que l'on peut déposer dans les banques. Des richesses d'amitié, de musique, de gentillesse. Je ne pouvais pas continuer. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. C'est Nadia qui a couru vers moi, serrant ma taille avec ses bras fins. « Ne pleurez pas, Madame Élise », dit-elle en me regardant avec ses grands yeux sages. « Nous ferons un autre concert si tu en as besoin. Et un autre après ça. Jusqu'à ce que tu sois complètement guéri. » La simplicité et la sincérité de ces paroles ont provoqué des applaudissements spontanés qui ont résonné à travers les anciens murs de l'église. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort d'Henri, l'espoir. Un espoir profond et authentique que, malgré tout, le monde contenait encore assez de bonté pour guérir même les blessures les plus profondes. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à rassembler l'argent nécessaire à mon opération. Un court article sur le concert est paru dans le journal local de Belleville, faisant état de ma situation. Cela a apporté quelques dons supplémentaires, dont un particulièrement généreux de la part d'un de mes anciens étudiants en piano qui travaillait maintenant comme cadre dans une entreprise technologique. Lorsque le jour est enfin arrivé pour effectuer le dépôt pour réserver l'opération, j'avais réussi à récolter 4 850 €, soit seulement 150 € de moins que ce dont j'avais besoin. J'étais sur le point d'appeler le docteur Aswad pour lui demander si je pouvais payer le reste après l'opération lorsque j'ai reçu une visite inattendue. C'était un après-midi pluvieux de novembre, typique de Paris à cette époque de l'année. J'étais en train de corriger les notes de certains de mes élèves quand la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, je n'arrivais presque pas à croire qui était là. Camille, la femme de Michel, complètement trempée par la pluie, sans parapluie. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, son air habituel de supériorité remplacé par quelque chose qui semblait presque « honte ». J'ai hésité un moment, puis je me suis écarté pour la laisser passer. Camille entra, enlevant son manteau mouillé. Elle avait l'air nerveuse, quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. « Michel ne sait pas que je suis là », dit-elle rapidement, comme si elle voulait que ce soit clair dès le début. « En fait, il me tuerait s'il le savait. » « Pourquoi es-tu venu alors ?» ai-je demandé en lui indiquant de s'asseoir. Camille restait debout, tripotant nerveusement son précieux sac à main. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Ce que Michel a fait avec l'argent de son opération. « Vous l'avez tous les deux fait ?» corrigeai-je doucement. Elle hocha la tête, acceptant l'accusation.
Oui. Nous deux. Elle inspira profondément avant de continuer. Je ne vais pas mentir et dire que je n'ai pas apprécié les vacances, ou que je ne savais pas d'où venait l'argent. C'est vrai. Et, à ce moment-là, je me suis convaincu que c'était justifiable, que d'une manière ou d'une autre Michel le méritait. Elle s'arrêta, semblant chercher les mots justes. Qu'est-ce qui a changé? J'ai demandé. J'ai rendu visite à ma propre mère le week-end dernier. Elle a 68 ans et on a récemment diagnostiqué une ostéoporose avancée. Alors que je la regardais lutter pour monter les escaliers, tout ce à quoi je pensais était, et si quelqu'un lui faisait ce que nous vous avons fait? Et si quelqu'un la laissait souffrir alors qu'elle avait besoin d'aide? Camille finit par s'asseoir, l'air soudain épuisé. Je ne vous demande pas pardon, Madame Dubois. Ce que nous avons fait était impardonnable. Je suis ici parce que je dois au moins essayer de réparer une partie du mal que nous avons causé. Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. Voici 5 000 €. Je sais que ce n'est pas tout ce que Michel a pris, mais c'est ce que j'ai réussi à rassembler à son insu. J'ai vendu des bijoux qu'il m'avait donnés ironiquement, certains achetés pendant notre voyage. J'ai regardé l'enveloppe, ressentant un mélange déroutant d'émotions. Soulagement, car cet argent me permettait enfin de me faire opérer. Surpris par l'attitude inattendue de Camille. Mais aussi une profonde tristesse du fait que mon propre fils soit resté indifférent à tout cela. Merci, dit-elle finalement en acceptant l'enveloppe. Ça veut dire beaucoup. Ne me remercie pas, répondit-elle en se levant. J'essaie juste de mieux dormir la nuit. Elle hésite avant de poursuivre. Michel a beaucoup changé ces dernières années. Le cabinet d'avocat où il travaille, la culture y est toxique. Tout tourne autour du statut, de l'argent, des apparences. Petit à petit, il est devenu quelqu'un que je reconnais à peine parfois. Cela ne justifie pas ce qu'il a fait, répondis-je. Non, ce n'est pas le cas. Rien ne le justifie. J'essaie juste de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Elle ramassa son manteau encore mouillé. Je dois y aller avant qu'il ne remarque que je suis partie. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, une question m'est venue. Camille, tu vas lui parler de ça? Elle s'arrêta, réfléchissant à la question. Je ne sais pas. Peut-être un jour, quand je pense qu'il sera prêt à écouter. Ou peut-être jamais. Il est préférable de garder certaines choses silencieuses. Après son départ, je me suis assis en regardant l'enveloppe dans mes mains. L'argent résoudrait mon problème immédiat, mais il ne guérirait pas la blessure laissée par la trahison de Michel. Pourtant, le geste inattendu de Camille a montré que même dans les situations les plus sombres, la rédemption était possible. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Aswad et j'ai confirmé mon opération. Avec l'argent récolté lors du concert, les petits dons que j'ai reçus, et maintenant la contribution de Camille, j'avais largement de quoi couvrir tous les frais. L'opération était prévue pour le lundi suivant. Dans les jours qui ont précédé l'intervention, j'ai été entouré d'un soutien auquel je ne m'attendais pas. Simone m'a proposé de rester avec moi pendant les premiers jours de convalescence. Claude a organisé une rotation entre les autres professeurs de l'école de musique afin que mes cours soient assurés pendant mon absence. Amine m'a donné de précieux conseils sur ce qui m'attendait avant et après l'opération, et Nadia m'a apporté un petit talisman, une pierre lisse qu'il a trouvée au bord de la Seine, pour porter chance. La veille de l'opération, regardant par la fenêtre de mon appartement les lumières de Paris scintillantes dans une légère bruine, je réfléchissais au cheminement inattendu que j'avais fait depuis cette terrible nuit où j'avais découvert le vol de Michel. Un voyage douloureux, certes, mais aussi transformateur. J'ai réalisé que pendant des années après la mort d'Henri, j'étais devenu de plus en plus isolé, vivant dans une bulle où Michel était mon seul véritable lien avec le monde. Sa trahison, bien que dévastatrice, m'avait forcé à sortir de cette bulle, à chercher et à trouver de nouvelles connexions, à redécouvrir une communauté dont je ne soupçonnais même pas l'existence autour de moi. Alors que je me préparais à me coucher, sentant le poids de la pierre que Nadia m'avait donnée dans ma main, je savais que j'affronterais la suite avec une force renouvelée, pas seulement l'opération et la récupération physique,
mais aussi le défi émotionnel de reconstruire ma relation avec mon fils, ou peut-être d'apprendre à vivre sans elle. L'opération s'est déroulée sans complications. Je me suis réveillée de l'anesthésie en me sentant désorientée, mais avec la présence réconfortante de Simone à mes côtés. Le docteur Aswad est apparu brièvement pour rapporter que tout s'était bien passé et qu'avec une thérapie physique appropriée, je pouvais m'attendre à un rétablissement presque complet. Les journées à l'hôpital passèrent lentement. La douleur post-opératoire était intense, mais différente de ce que je ressentais auparavant. Il s'agissait d'une douleur de guérison et non d'une douleur de détérioration. Je recevais des visiteurs quotidiens, Simone apportait des livres et des nouvelles du quartier, Claude est apparu avec des histoires drôles sur les étudiants de l'école de musique, Amine venait brièvement après son service à la pharmacie, apportant des petites friandises syriennes préparées par sa sœur. Et Nadia, ma petite pianiste syrienne, venait le week-end, assise sur la chaise à côté du lit, pour me raconter ses cours, ses progrès au piano, ses découvertes dans ce pays qu'elle apprenait encore à appeler chez elle. Fait intéressant, c'est lors d'une des visites de Nadia qu'un événement inattendu s'est produit. C'était un dimanche ensoleillé, 2 semaines après mon opération. Je me sentais déjà mieux, capable de parcourir de courtes distances à pied avec l'aide d'un déambulateur. Nadia venait de me montrer comment ses mains pouvaient désormais atteindre une octave complète au piano, un développement important pour un pianiste en herbe lorsqu'on frappa à la porte de la chambre. « Entrez » ai-je appelé, pensant que c'était une infirmière. La porte s'ouvrit et Michel se tenait là. Mon fils, que je n'avais pas revu depuis cette terrible nuit dans son appartement. Il avait l'air différent, plus mince, avec de profonds cernes sous les yeux, son air de confiance habituel remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. Nadia a regardé tour à tour moi et l'homme à la porte, ressentant instinctivement la tension. « Je pense que je vais aller retrouver mon père », dit-elle diplomatiquement en ramassant son petit sac à dos. En croisant Michel à la porte, elle lui lança un regard curieux avant de disparaître dans le couloir. Michel entra dans la pièce avec hésitation, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. « Bonjour, maman. » Mon cœur battait vite. Pendant des semaines, je me suis demandé ce que je lui dirais si je le revoyais. J'imaginais des scénarios d'affrontements furieux, de rejet froid, de tristesse inconsolable. Mais maintenant, en le voyant debout, toutes ces réactions répétées se sont dissoutes, ne laissant qu'une seule question simple. « Pourquoi es-tu venu, Michel ?» Il s'est approché du lit, tenant un bouquet de lys, mes fleurs préférées, même si je doutais qu'il s'en souvienne. « Camille me l'a dit. Pour venir te voir, pour l'argent. » Ah, c'est ce qu'elle lui avait dit après tout. Cela m'a surpris. « Et ça t'a rendu fou, j'imagine, répondis-je. »« Au début, oui, » a-t-il admis en posant les fleurs sur la table à côté du lit. « Nous avons eu une grosse dispute. J'ai dit des choses horribles. Elle a quitté la maison, est allée chez ses parents. » Il s'arrêta, passant sa main dans ses cheveux dans un geste qui me rappelait tellement Henri que j'en ressentis un pincement au cœur. Mais ensuite j'ai commencé à réfléchir. À ce que j'avais fait, au genre de personne que je suis devenue. À papa et à ce qu'il penserait de moi maintenant. Michel s'assit sur la chaise que Nadia venait de quitter. Il avait l'air fatigué, vaincu. « Je ne suis pas ici pour demander pardon, maman. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je suis ici parce que j'avais besoin de voir de mes propres yeux que tu vas bien. » « Je vais mieux, » répondis-je en gardant ma voix neutre. Grâce à des amis que je ne connaissais même pas et à des inconnus qui sont devenus amis. Michel hocha la tête, observant la pièce, les fleurs dans divers bouquets, les cartes faites à la main par les étudiants en piano, les livres empilés que Simone avait apportés. « Qui était la fille qui était ici ?» il a demandé. « Nadia. Une de mes élèves en piano à l'école de musique de Belleville. »« Vous enseignez à Belleville ?» Il semblait sincèrement surpris. « La vie continue, Michel, même lorsque nos enfants nous volent et nous abandonnent, » répondis-je, une pointe d'amertume s'échappant malgré ma volonté de rester calme. Il baissa la tête, acceptant l'accusation sans protester. « Je suis désolé, maman. Plus que les mots ne peuvent exprimer. »
Nous restâmes silencieux pendant un long moment. Par la fenêtre de l'hôpital, on apercevait un morceau du ciel parisien, bleu et clair en ce jour d'hiver. Finalement, j'ai pris une décision. Non pas pour la personne que Michel était devenu, mais pour l'enfant qu'il était autrefois. Pour le fils qu'Henri et moi aimons tant. Michel, je ne peux pas te promettre que j'oublierai un jour ce qui s'est passé. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. Mais je peux te dire ceci, je suis prêt à essayer de construire quelque chose de nouveau, si toi aussi. Il m'a regardé, la surprise et l'espoir mêlés dans les yeux. Est-ce que tu me donnes une chance? Après tout ce que j'ai fait? Je nous donne une chance à tous les deux. De trouver une voie à suivre. Ce ne sera plus comme avant, ce n'est pas possible. Mais peut-être que nous pouvons trouver quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Michel ne put alors retenir ses larmes. C'était la première fois que je le voyais pleurer depuis la mort de son père. Je ne mérite pas ça. Ce n'est pas une question de le mériter, répondis-je, sentant mes propres larmes couler. Il s'agit de choisir de pardonner, non pas pour vous, mais pour moi. Parce que le ressentiment est un poison qui ronge d'abord ceux qui le portent. À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau et Nadia entra avec son père, Amine. Ils se sont arrêtés lorsqu'ils ont vu Michel pleurer à côté de mon lit. Désolé, dit Amine, prêt à partir. Nous reviendrons plus tard. Non, entrez s'il vous plaît, ai-je appelé. Michel, voici Amine Farsi et sa fille Nadia. C'est Amine qui m'a mis en contact avec le docteur Aswad. Michel se leva, essuya rapidement ses larmes et tendit la main vers Amine. Merci beaucoup d'avoir aidé ma mère. Je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi. La sincérité de sa voix sembla toucher Amine, qui lui serra fermement la main. Parfois, nous avons besoin de nous perdre avant de nous retrouver. Dans mon pays, nous avons un dicton, le chemin du retour peut être long, mais il est toujours là, point. Nadia, avec la sagesse particulière des enfants, regardait Michel avec curiosité. Es-tu le fils qui est allé aux Maldives? La question directe provoqua un moment de gêne, puis Michel éclata de rire, un rire triste mais sincère. Oui, c'est moi. Ce n'était pas l'une de mes meilleures décisions. Mon père dit que l'important n'est pas de ne jamais faire d'erreur, mais d'en tirer des leçons, répond simplement Nadia. Ton père est un homme sage, dit Michel en échangeant un regard complice avec Amine. Cette rencontre inattendue a marqué le début de ce qui allait être un voyage de reconstruction lent, parfois douloureux, mais constant. Dans les mois qui ont suivi ma sortie de l'hôpital, Michel a recommencé à faire partie de ma vie, pas de la même manière qu'avant, mais d'une manière nouvelle et plus authentique. Il venait me rendre visite régulièrement, d'abord seul, puis occasionnellement avec Camille, avec qui il s'était réconcilié après des semaines de séparation. Il s'est vraiment intéressé à mon rétablissement, m'accompagnant à certaines séances de physiothérapie, m'aidant dans des tâches qui étaient encore difficiles pour moi. Plus surprenant fut son intérêt pour l'école de musique du Petit Belleville. Après avoir entendu mes histoires sur les étudiants et les difficultés financières de l'école, il a proposé d'aider Claude pour les questions juridiques et administratives gratuitement. C'est le moins que je puisse faire, a-t-il expliqué lorsque j'ai remis en question sa motivation. Une façon de redonner non seulement à vous, mais à toutes ces personnes qui vous ont aidé lorsque j'ai échoué. Par une froide après-midi de mars, 4 mois après mon opération, Michel m'a invité à prendre un café dans une petite brasserie près de mon appartement. Je marchais désormais sans aide, avec juste une légère claudication qui, selon le docteur Aswad, diminuerait avec le temps. J'ai quelque chose à te dire, maman, dit Michel après que nous ayons commandé nos cafés. Tu as l'air sérieux. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Non, sourit-il légèrement. Du moins, je l'espère. J'ai démissionné du cabinet d'avocat. Cela m'a pris par surprise. Michel avait bâti sa carrière dans ce prestigieux bureau pendant plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je n'aimais pas la personne que je suis devenue là-bas. Toute l'attention portée à l'argent, au statut, à impressionner les bons clients, cela me rongeait lentement. Il but une gorgée de café avant de continuer.
J'ai accepté un poste dans une organisation à but non lucratif qui fournit une assistance juridique aux réfugiés et aux immigrants. Le salaire est beaucoup plus bas, mais je dors mieux la nuit, a-t-il ajouté avec un sourire timide. Et Camille a été étonnamment favorable. Elle a dit qu'elle préférait un mari heureux au sac à main coûteux. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, une étincelle de l'enfant sensible et idéaliste qu'il était autrefois, avant que le monde ne l'endurcisse. Ton père serait fier, dit-il doucement. Et moi aussi. Michel tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Je sais que nous sommes encore en train de reconstruire notre relation, maman. Je sais que la confiance ne revient pas du jour au lendemain. Mais je veux que tu saches que je m'engage sur cette voie, peu importe le temps que cela prendra. J'acquiesçai, lui serrant la main en retour. C'est tout ce que je peux demander. Ce soir-là, assis près de la fenêtre de mon appartement à Montmartre, regardant les lumières de Paris commencer à s'allumer sur le ciel crépusculaire, j'ai réfléchi à l'incroyable voyage de ces derniers mois. Le vol qui semblait être une tragédie insupportable avait, par un étrange coup du sort, ouvert les portes à de nouvelles amitiés, de nouvelles opportunités et même une relation renouvelée avec mon fils. J'ai pensé à toutes les personnes qui étaient entrées dans ma vie, Claude avec sa passion indéfectible pour la musique malgré sa maladie, Amine et Nadia, qui ont transformé leur propre tragédie en force pour aller de l'avant, Simone, dont l'amitié fidèle s'est avérée plus précieuse que n'importe quelle richesse matérielle. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Nadia qui m'appelait pour me rappeler que demain aurait lieu sa première représentation publique à l'école depuis le concert bénéfice désormais, elle jouerait Mozart, pas seulement Debussy. « Vous allez venir, n'est-ce pas, Madame Élise ?» demanda-t-elle avec ce mélange d'excitation et de nervosité que seuls les enfants peuvent parfaitement exprimer. « Bien sûr que oui, chérie, répondis-je en souriant au téléphone. Je ne le manquerai pour rien au monde. » En raccrochant, j'ai clairement réalisé que l'argent volé, dont la perte m'avait semblé si dévastatrice, avait été, d'une certaine manière, le prix à payer pour accéder à une vie plus riche que ce que j'avais jamais imaginé possible à 63 ans. Non pas que j'approuverais un jour ce que Michel a fait. Certaines actions sont tout simplement mauvaises, quelles que soient les conséquences positives qu'elles peuvent accidentellement produire. Mais j'ai appris que même les plus grands défis peuvent émerger des opportunités de croissance et de connexion humaine. Le lendemain matin, alors que je me préparais à aller voir la prestation de Nadia, je reçois un message de Michel. « Puis-je te rencontrer à l'école de musique aujourd'hui ? J'aimerais assister à la prestation de ton élève. » J'ai souri en répondant « Oui, bien sûr. Elle sera heureuse de vous rencontrer correctement cette fois. » Rangeant mon téléphone dans mon sac, j'ai attrapé ma canne que j'utilisais désormais plus par précaution que par nécessité et je me suis dirigé vers les rues de Paris. Le ciel était d'un bleu parfait et les premières fleurs printanières commençaient à apparaître dans les jardins de Montmartre. J'ai marché lentement, savourant l'absence de la douleur intense qui avait été mon compagnon constant pendant si longtemps. Chaque étape m'a rappelé que la guérison physique et émotionnelle était possible, même après les blessures les plus profondes. Parfois, les plus grandes trahisons peuvent conduire aux bénédictions les plus inattendues. Non pas parce que la trahison en elle-même est justifiable, mais parce que notre pouvoir de transformer la douleur en croissance est l'une des capacités humaines les plus extraordinaires. Alors que je descendais la colline en direction du métro qui me mènerait à Belleville, j'ai souri à l'idée que, d'une certaine manière, je devrais remercier mon fils d'avoir volé l'argent de ma chirurgie. Pas pour l'acte lui-même qui me faisait encore un pincement au cœur quand j'y pensais, mais pour ce qui a suivi, une vie plus remplie, plus connectée, ironiquement, plus riche que celle que j'avais vécue auparavant. Parce qu'au final, j'ai découvert que la vraie richesse ne résidait pas dans l'argent volé par Michel, mais dans les relations humaines qui s'épanouissaient au milieu des ruines de cette trahison. Et c'est une leçon qu'à 63 ans, j'étais profondément reconnaissant d'avoir apprise. Mon histoire touche à sa fin, mais peut-être que la vôtre commence tout juste à se transformer. Combien d'entre nous ont eu le cœur brisé par ce qu'ils aiment, mais ont quand même trouvé la force de se remettre sur pied? Les rides sur nos visages racontent des histoires de douleur, mais aussi de dépassement.
Si ce voyage a touché votre âme, si une larme est tombée ou si vous vous êtes vu dans mes mots, partagez-le dans les commentaires. Chaque commentaire de votre part est un câlin que je reçois, une main qui tient la mienne. Abonnez-vous à la chaîne et marchez à mes côtés parce que nous, femmes mûres, ne sommes pas des branches qui se brisent dans la tempête, nous sommes des racines profondes qui soutiennent toute une vie. Découvrons ensemble la beauté qui existe après la douleur.